Il vient de l'Institut Georges Valois. Alors l'Institut Georges Valois, qu'est-ce que c'est? C'est un institut qui, au nom de son fondateur, a été fondé pour étudier plus les questions sociales d'un point de vue militant et former, initier les jeunes à des cercles de réflexion, des conférences et des instituts et des ateliers. Ils seront par ailleurs présents samedi à l'Institut IAD pour ceux qui y viendront. Je sais que certains ici m'ont promis de leur présence. Donc la conférence de ce soir, assez iconoclaste, Marinetti. La plupart d'entre nous n'en avons jamais entendu parler, moi compris, avant que Thomas évoque ce sujet, et je pense que c'est le cas de la plupart ici. Donc, figure française malgré elle, par son maîtrise, par ses écrits en français, on lui a notamment remis la Légion d'honneur en 1930. Marinetti était, disons, un exemple des prémices du fascisme et de sa brutalité, de son côté avant-gardiste et aussi de son côté iconoclaste, qui finalement le consumera et il sera écarté dans la fin de ses jours. Il mourra en 1944, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, ses écrits restent intéressants d'un point de vue d'abord littéraire, il était poète, mais aussi artistique. L'art fasciste n'existerait pas sans Marinetti et d'autres arts italiens qui se voulaient, qui étaient évidemment, on va dire, précoces pour leur époque, mais qui aussi ont causé problème avec les cadres dirigeants du parti, notamment à partir du moment où l'influence allemande se faisait de plus en plus ressentir au fur et à mesure des années de l'élaboration du parti de Benito Mussolini, avec lequel il avait contribué à créer les faisceaux de combat, donc à la fin, après la Première Guerre mondiale. Donc Thomas, je te laisse la parole pour présenter cette conférence qui, je pense, nous intriguera tous, et je vous invite à la fin de le consulter pour obtenir soit le manifeste, soit une petite compilation d'écrits de Marinetti et de son influence dans l'art et la culture fasciste ou italienne. Voilà, Thomas, tu as la parole. Alors d'abord, merci pour la présentation, merci pour l'invitation. En effet, comme l'introduction le disait, Marinetti est un personnage assez particulier, méconnu, pour plusieurs raisons. C'est qu'il était détesté de son temps, pour plusieurs raisons, par à peu près tous les camps, mais je vais y venir petit à petit. Donc Marinetti, c'est quelqu'un qui est né en 1876 à Alexandrie, issu de deux parents conseillers auprès du vice-roi d'Égypte en modernisation, mécanisation, qui était une période assez charnière pour le transport, le commerce. Il passe la plupart de sa jeunesse en Égypte et sa famille, en particulier sa mère, va l'initier petit à petit à la littérature, à la beauté, en particulier des étoiles. C'est quelque chose qui va vachement revenir chez Marinetti. Ils font énormément de balades nocturnes au bord de la mer. Elle lui construit une image de l'Italie. Il a jamais vu l'Italie jusqu'à ses 16-17 ans. Et il a une image très préconçue de l'Italie, à savoir un magnifique pays qui descend directement de la Rome antique, magnifique. Tout le monde est riche, tout le monde est beau. C'est Venise à ciel ouvert sur tout le territoire. Il se fait une grande idée de l'Italie. Et du coup, avec son introduction à la littérature, il va avoir un goût assez particulier pour trois auteurs en particulier. Premièrement, Victor Hugo. Il voit chez Victor Hugo une sorte de décadentiste, le laïcisme de gauche qui met fin petit à petit à la grande identité, c'est peut-être pas le mot, mais la grande histoire romantique catholique italienne. Il voit une abolition d'une espèce de bourgeoisie, de propreté trop parfaite, trop pure. Donc ça va vite l'intriguer. Il va être énormément intéressé par Victor Hugo du coup. Et un deuxième, ça va être Gabriele D'Annunzio. Nom peut-être un petit peu plus connu. Le romantique, le guerrier romantique. Grand guerrier romantique qui aura une évolution assez particulière en parallèle de Marinetti. Et en troisième, chose qui va lui coûter des places, c'est que ses parents le mettent du coup dans plusieurs écoles catholiques différentes. Mais à chaque fois, il y a des problèmes. C'est qu'il est un petit peu trop naturaliste pour les structures catholiques dans lesquelles il évolue. Il a un grand souci avec le christianisme, dans lequel il voit ce classicisme historique, religieux, qui lui déplaît totalement. Il s'ennuie un petit peu. Il préfère le laïcisme. Il va chercher des écoles. Il va fuguer des écoles catholiques pour essayer de s'inscrire dans des écoles très laïques, très progressistes. Donc,
À 17 ans, par exemple, il se fait virer de son école catholique, dont le nom m'échappe, pour avoir fait rentrer à l'intérieur illégalement des traductions d'Émile Zola. Donc Émile Zola qui n'est pas le plus grand pro-catholique au monde. Ensuite, la première date qu'il faut retenir pour les débuts du futurisme, c'est un peu compliqué de parler de tout et de rien en même temps sans éviter de spoiler la vie entière de Marinetti. En 1904, il fonde la revue Poesia, qui sera la première revue, premier texte qui sera une brève introduction à différents poètes et écrivains futuristes, mais qui sera quand même la base littéraire du futurisme. C'est très difficile d'en trouver aujourd'hui, hein, si jamais vous en cherchez, c'est vraiment compliqué. À ce moment-là, on est dans une période assez particulière de l'Italie, c'est on est vraiment à la sortie de l'industrialisation italienne, qui est assez tardive. On dit qu'elle se finit à peu près en 1895, globalement, c'est le pic de l'industrialisation italienne, qui est assez tardive comparé au reste de l'Europe. Et donc, il voit, à son retour en Italie, des villes entières qui croulent sous les usines, sous les nouveaux bâtiments crachant de la fumée. Chose qu'il n'avait pas du tout imaginé. Pour lui, l'Italie, c'était vraiment un beau pays classique, magnifique, avec des grandes colonnes romaines partout. Là, il rentre, il voit énormément d'ouvriers, il voit énormément de maladies, de famines, il voit des pauvres. C'est vraiment pas l'image qu'il en avait. Il en avait vraiment ça comme un espèce de paradis latin. Chose qui, du coup, n'était pas le cas. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à s'intéresser à la mécanique. On voit l'évolution des automobiles, le développement assez rapide des technologies automobiles. Lorsqu'en 1808, grande date psychologique pour Marinetti, c'est qu'au volant d'une de ses voitures, il est en balade sur une petite route de campagne. Il tombe face à face avec un vélo. Le vélo ne s'écarte pas. Marinetti met un grand coup de volant, se retrouve dans un canal, en train de se noyer. Et à ce moment-là, au fond du canal, ses jambes sont coincées sous le volant. Ils se sont petit à petit partir. Ils se sont vraiment mourir. Ses forces le quitter petit à petit. Et sur un dernier instant d'instinct de survie, il mettra toute sa force, qu'il réussira à s'extirper de la voiture in extremis. Il sortira d'une manière grandiose, apparemment, en se promettant à lui-même intérieurement qu'il révolutionnerait le monde, que ce serait une grande figure et qu'il voudrait un petit peu tout casser dans les codes actuels. L'année d'après, du coup, il sort le Manifeste du futurisme, qui va connaître un succès à l'international. Il y aura des traductions polonaises, roumaines, il y en aura même au Venezuela et en Colombie. Ce sera vraiment quelque chose qui va avoir un succès assez rapidement. Ensuite, avancée littéraire, en 1910, il va sortir son premier roman qui s'appelle Mafarka le futuriste. Et là, c'est une vraie introduction, pour ceux qui connaissent un petit peu Marinetti de loin, au principe d'homme multiplié, l'homme mécanique. C'est ce qui va inspirer profondément Marinetti. Ça va être le cœur de sa pensée, de son idée, que ce soit artistique, politique, tutti quanti. Vraiment, la base de Marinetti, ce sera ça. Donc du coup, à travers Mafarka le futuriste, pareil, très difficile à retrouver aujourd'hui, bon courage. Il voit que ça plaît, il voit que il se crée petit à petit un cercle d'auteurs, de peintres, d'artistes qui du coup vont devenir le premier cercle futuriste. Il cherche à créer un univers artistique complet, que ça part de l'architecture, la peinture, la musique, la photographie, même la cuisine. Il y a eu un manifeste de la cuisine futuriste. Ça partait vraiment un petit peu dans tous les sens, mais très vite il réussit à se constituer un vrai cercle pour le mouvement, pour son nouveau mouvement. Histoire de mettre un coup de pied dans la fourmilière, dans un pays qui est encore très traditionnel, très attaché aux valeurs catholiques, anciennes, historiques, il se met à organiser des expositions d'art futuristes qui du coup ne plaît pas beaucoup à la bourgeoisie en place, aux conservateurs. C'est de l'art très, purement nouveau, un petit peu rebelle à l'époque, quand on sort du classicisme italien. Par exemple, il y a une soirée futuriste à Venise qui est organisée, et qui est la première grosse soirée des futuristes italiens. Très rapidement huée au moment de l'exposition, Marinetti se mettra
à la fenêtre avec des collègues, ils prendront des piles de tracts et les balanceront sur la foule par centaines d'exemplaires. Et sur ce tract, je vais vous lire un petit passage pour vous donner une petite idée vis-à-vis de ce que je disais tout à l'heure, de sa haine de la propreté italienne, on va dire, de l'époque. Du coup, on peut y lire. Nous répudions l'antique Venise, exténuée par de morbides voluptés séculaires. Bien que nous l'ayons longtemps aimée et possédée dans l'angoisse d'un grand rêve nostalgique. Nous voulons préparer la naissance d'une Venise industrielle et militaire. Hâtons-nous de combler les petits canaux fétides avec les décombres des vieux palais croulants et lépreux. Bon, ça fait son petit boucan. Ça le fera un petit peu connaître. Ils vont multiplier les expositions et aussi ramener à eux beaucoup d'autres poètes, personnes intriguées qui seront plus tard des personnalités peut-être politiques, des militants, des artistes. Enfin, vraiment, il se constitue une grande communauté de futuristes. Et aussi, pour revenir sur ça, l'automobile, c'est une époque où la technologie augmente très très vite. En particulier, du coup, comme je l'ai dit, l'automobile. Et l'art futuriste va évoluer au fur et à mesure des avancées technologiques de l'automobile. Donc il va parler de l'homme multiplié. Là, on va partir sur l'homme multiplié grâce à la machine automobile. J'avais noté une petite citation aussi pour égayer mon propos. Il exalte la vibration nocturne des arsenaux et des chantiers sous leur violente lune électrique, les gares gloutonnes avaleuses de serpents qui fument, les usines suspendues aux nuages par les ficelles de fumée, les ponts aux bons gymnastes lancés sur la coutellerie diabolique des fleuves ensoleillés, les paquebots aventureux flairant l'horizon, les locomotives aux grands poitrails qui piaffent sur les rails tels d'énormes chevaux d'acier bridés de longs tuyaux, et le vol glissant des aéroplanes, dont l'hélice a des claquements de drapeaux et des applaudissements de foule enthousiastes. Là, on commence vraiment à rentrer dans l'esthétique futuriste, comme elle est restée un petit peu tout au long de la vie de Marinetti. Du coup, pour Marinetti, la machine qui est l'enfant de l'homme réussit à créer une machine mécanique, doit s'additionner à l'homme. C'est une fusion entre l'homme, ce qu'il cherche, c'est une fusion entre l'homme et la machine. Et son but, c'est que finalement, même en perfectionnant l'automobile et non pas l'homme, car c'est l'homme qui perfectionne le mécanisme, il y a une fusion finale entre les deux, d'un surhomme multiplié qui répondrait à tous les besoins d'un guerrier, d'un soldat, qui rendent un petit peu la chose surhumaine. Et par cela, il se met en totale opposition avec un des grands penseurs qu'il a influencé, à savoir Nietzsche. Parce que, vous voyez, il y a une vraie dimension nietzschéenne dans le principe de l'homme multiplié, qui est ce côté de surhomme. À la différence que Marinetti, par exemple, je sais plus dans quel texte, mais il dit j'ai quitté Nietzsche, j'ai quitté Nietzsche, et il voit dans Nietzsche le problème éternel de l'Italie dans laquelle il vit, c'est cette passion pour les ruines, pour les tombeaux, pour les musées, pour la poussière. Il parle de musées poussiéreux, il a des mots pas très sympas pour parler de l'Italie actuelle et de Nietzsche également. Donc je vais citer encore il a écrit un manifeste anti-nietzschéen qui s'appelle Ce qui nous sépare de Nietzsche, dans lequel il dit il souhaite délivrer l'Italie de sa gangrène de professeur, d'archéologue, de Cicérone et d'antiquaire. C'est assez, l'image est assez explicite. Ensuite, au début des années 1900, on est dans une période assez charnière dans la politique en Europe. C'est l'époque du développement de l'anarchisme, ouvriérisme, de l'anarcho-syndicalisme, de tous ces courants qui vont influencer toute la gauche. Et il voit dans ces ouvriers, qui sont des syndicalistes, tout ça, espèce de mouvement de l'homme qui tape avec un marteau sur une enclume, ce mouvement féroce de l'homme qui tape, qui met de la violence dans ses mouvements, qui développe la machine, qui développe des matériaux, en essayant de créer quelque chose.
Donc il va très vite lier l'image de la machine à l'homme grâce aux ouvriers. C'est vraiment quelque chose qui va l'aider, qui va faire un petit peu la jonction entre les deux. Et suite à ça, ce qu'il va faire, sachant Marinetti avait c'est à ce moment-là qu'il développe une grande sensibilité pour les questions sociales. Il commence à du coup penser à l'ouvrier, penser au social, penser entre guillemets au petit peuple, chose qui était très à la mode à cette époque-là, du coup, par la gauche, mais délaissée par les conservateurs, par la bourgeoisie. Et c'est aussi en opposition aux conservateurs et à la bourgeoisie qui va aussi s'intéresser au social. C'est pas purement par gentillesse envers le peuple. Il y a aussi une opposition qui est faite ouvertement à cette classe-là. Donc, grâce à ça, il va lancer des expositions d'art ouvertes à tous, des expositions d'art sociales qui seront ouvertes à la fois aux enfants, aux adultes, tout âge, pas besoin d'être un artiste. Et mesure assez sociale, il va reverser l'intégralité des bénéfices de ces expositions aux caisses de chômage. Il n'y avait pas un centime pour les futuristes ou quoi, c'est pas une activité professionnelle, c'était totalement dans le but de soutenir les ouvriers et les chômeurs. Ensuite, un autre sujet qui est assez important chez Marinetti, mais important pas forcément pour les bonnes raisons, c'est l'égalité homme-femme. Marinetti, il pense à l'ouvrier, il arrive à travailler sur la question sociale, du coup à faire ses expositions, à aider à se sentir proche du peuple, tout ça. Mais il commence à réfléchir aux femmes, et il se dit, grosso modo, les femmes c'est marrant, surtout quand ça va à l'école, ça sait parler, tout ça. Il a une phrase qui est assez particulière, qui parle de la femme de l'époque, la femme italienne de l'époque, comme femme réservoir d'amour, comme cette beauté absolue, représentant l'amour, le romantisme. On revient un petit peu à ce côté très romantique. Au romantisme, la beauté, la pureté, tout ça, ça l'ennuie. Bon, ça, je pense que vous avez commencé à comprendre. Il dit que, par exemple, l'amour, c'est responsable de l'égalité entre les sexes. Pour lui, la femme a une dimension supérieure par sa beauté, par son amour, tout ça. Mais, l'homme, c'est quand même celui qui fait la guerre, tout ça. Et il pense que l'amour, c'est ce qui a fait la grande jonction entre les deux à l'origine. C'est un petit peu tiré par les cheveux, mais voilà. Il va faire, par exemple, l'apologie des suffragettes à l'époque. Quand même, c'est la mode pour l'électorat féminin. Et il a une phrase qui est assez marrante. Je pense pas qu'ici, il y ait grand monde qui soit attaché au parlementarisme, mais lui non plus. Il dit, par exemple, « Nous défendons avec la plus grande ferveur le droit des suffragettes, tout en plaignant leur enthousiasme enfantin pour le misérable et ridicule droit de vote. » Pas sympa. Car nous sommes convaincus qu'elles s'en empareront avec ferveur et nous aideront ainsi involontairement à détruire cette grande balourdise faite de corruption et de banalité qui est devenue aujourd'hui le parlementarisme. Là, hormis ce principe utilitariste des suffragettes, parce qu'il veut abolir le parlementarisme, l'ordre qui va contre l'inégalité homme-femme, mais pas par haine de l'inégalité homme-femme, mais juste pour abolir ce qui est en place. Il y aura un texte entier qui... le nom m'échappe également, mais je retrouvais ça sûrement d'ici la fin de la conférence. Il a une haine aussi du parlementarisme, parce qu'il trouve que c'est en gros un truc de filles. Il n'y a que les filles qui parlent et cherchent à voter, à faire des discussions, c'est un petit peu inutile. Mais vous voyez aussi par là, qui est un point très méconnu du futurisme, c'est que c'est une espèce de proto-accélérationnisme. Je sais pas si vous voyez trop, c'est que en utilisant des droits de vote, des luttes sociales, des luttes féministes, telle lutte, ils cherchent à détruire un monde qui existe, qui est en place, à faire chuter la société. Et donc, en quelque sorte, c'est un des premiers accélérationnistes, comme on l'entend avec le terme d'aujourd'hui. Voilà. Ensuite, une grande partie, forcément, du futurisme, ça va toucher l'art. Il va avoir des grands noms dans son cercle futuriste. Je cite des noms par principe, mais ça va sûrement pas vous dire grand-chose. Par exemple, en poète, on a Aldo Palazzacchi, pas facile à prononcer, Francesco Cangiulo, qui sont deux poètes qui ont participé. Si ça vous intéresse, je donnerai des noms de revues auxquelles ils ont participé à la fin de la conférence.
Aussi, un grand point du futurisme, de l'art futuriste, c'est de la peinture. La peinture, je vous invite à regarder les exemples dans les carnets de l'Institut et surtout les acheter. C'est vraiment pour casser les codes de la peinture classique. On va s'inspirer des traits cubistes. Ça va être très carré, beaucoup de formes triangles, rectangles, mais ça va jamais être du beau dessin. C'est pas la recherche du beau par le trait net, par le trait précis. Ensuite, on va avoir du coup des sculpteurs, par exemple Umberto Boccioni, qui a quand même sa petite renommée, on va dire. Et quelque chose d'assez marrant, ça va être l'aérofuturisme, le principe d'aérofuturisme. C'est tout simplement aller dans des avions, regarder à quoi ressemble une ville, et soit la prendre en photo, mais qui va être plus tardive, soit redescendre sur Terre et peindre ce qu'on a vu. Il y a je vais vous montrer par exemple, typiquement de l'aérofuturisme, je sais pas si tout le monde va voir. C'est très connoté, évidemment. Ça, c'est de l'aérofuturisme. C'est une vision aérienne, et ensuite, on va y introduire un personnage pour représenter quelque chose. Mais voilà. Il y a beaucoup d'images qu'on peut voir si vous êtes sur Internet, où on voit du coup une vue aérienne, avec des villes, avec des usines qui crachent de la fumée, tout ça. Et aussi quelque chose qui va être encore capital, deuxième point qui va être vraiment capital dans le futurisme, ça va être l'architecture. Parce que tout simplement, l'architecture fasciste, comme on le connaît dans l'imaginaire collectif, c'est une fusion entre l'art classique et l'art futuriste. Et pour redonner un nom, celui qui a créé un petit peu l'art, qui est le responsable, on va dire, de cette fusion-là, c'est Angelo Mazzoni. Je vous invite à vous renseigner sur lui. Il est d'une importance capitale à l'époque. Et donc, bon, on a commencé à parler du fascisme, donc on va y aller à fond dedans. Du coup, pour repartir un petit peu en arrière, développement du syndicalisme révolutionnaire fin du 19e, début du 20e. Donc là, on est dans les luttes sociales, luttes révolutionnaires, tout ça. Et à cette époque, il y a un penseur qui est très en vogue en Europe, de manière générale, encore plus en France, en Italie, qui est Georges Sorel. Donc Georges Sorel, je pense que c'est un nom qui revient beaucoup dans la tête de certains, qui est un penseur, qui est le penseur du syndicalisme révolutionnaire, qui a une passion qui a basé sa doctrine sur le principe de violence dialectique entre la classe basse et la classe bourgeoise qui est à la tête du gouvernement. Mais en même temps, il a une vision très éthique de la guerre. Il va, je suis pas là pour faire une conférence sur Sorel, mais globalement, il invite à lire la Bible parce qu'il trouve que c'est un livre éthique et guerrier. Ça va être une influence capitale à l'époque parce que tout le monde s'y retrouve, que ce soit les nationalistes ou les anarcho-syndicalistes, les révolutionnaires. Vraiment, tout le monde s'y retrouve. Donc Marinetti, au début du XXe siècle, il commence doucement à se rapprocher des milieux révolutionnaires. Il va notamment participer à des textes dans une revue qui s'appelle La Démolition, qui est une inspiration purement bakouninienne et sorelienne. Il va côtoyer énormément d'anarchistes de l'époque, de tous les pays. Anarchistes de tous les pays, unissez-vous, c'est un petit peu la ligne des futuristes de l'époque. Il va faire des conférences dans des cercles socialistes, dans des bourses du travail. Donc là, on retrouve encore ce côté très social qu'avait Marinetti. Mais il va y avoir quelque chose qui va un petit peu l'éloigner du milieu, c'est que, bon, l'Italie, c'est un pays guerrier, ce serait bien d'aller embêter les voisins. Donc il se met petit à petit à dire que bon, l'Italie, ce serait bien qu'ils s'envahissent l'Afrique, qu'ils s'envahissent la Grèce, pourquoi pas, tout ce qui traîne, quoi. Tout ce qui traîne, ça peut être sympa. Donc les Italiens les syndicalistes et les anarchistes qui ont comme base la doctrine pacifisme, c'est l'anti-impérialisme de base pur. Donc il va commencer à avoir des conflits, parce que bon, Marinetti reste un avant-gardiste, il casse les codes de la bourgeoisie, de ce qui est mis en place, tout ça, mais en même temps, il est très militariste, il est très impérialiste. Et la cassure va arriver en 1911, où vraiment il y a une cassure définitive. C'est Marinetti qui écrit des textes où il se dit, où il exalte la guerre pour envahir la Libye.
Vraiment, c'est son combat du moment. C'est l'impérialisme pur militaire italien. Ensuite, il se rapproche doucement des milieux nationalistes. Vous voyez un petit peu le lien forcément pro-Italie contre le pacifisme des Anards. Et il y a un pays qui est frontalier et qui embête l'Italie depuis un moment, ça s'appelle l'Autriche. C'est un pays un petit peu bizarre. Et il va se mettre totalement dans les milieux nationalistes, il va vraiment rentrer, militer dans les milieux nationalistes activement pour développer cette idée de guerre avec l'Autriche. Bon, bah, très rapidement, il y a la guerre avec l'Autriche, en effet, la Première Guerre mondiale. Marinetti, dès les premiers jours, s'engage dans l'armée, mais est blessé et obligé de rentrer en Italie en 1917. Suite à quoi, juste après sa convalescence et la fin de la guerre, il crée le Parti futuriste, qui va être un rassemblement entre artistes futuristes et vétérans Arditi, qui sont déçus de la victoire mutilée. La victoire mutilée, c'est on avait promis à l'Italie, les Alliés avaient promis à l'Italie de donner une partie du territoire qu'ils avaient perdu face aux Autrichiens, et ils n'ont rien fait. C'est-à-dire que c'est resté un territoire autrichien. Un autre point qui est très important, qui va être le début du rapprochement avec le fascisme, ça va être 1919. Lors de la fondation des faisceaux italiens de combat, Marinetti se tient aux côtés de Mussolini. C'est vraiment quelque chose qu'il aime. Enfin, c'est un combat qui lui tient à cœur parce qu'entre les faisceaux de combat et le parti futuriste, il y a très très peu de différence. Il y a plus un côté artistique chez les futuristes. Et petit à petit, les deux partis, entre les faisceaux, enfin les Facci et le parti futuriste, petit à petit, la frontière entre les deux partis, ça va être plus en plus flou. Tout le monde voit un petit peu le parti, tout le monde voit ça comme un seul parti. Il y en a deux, c'est un peu particulier, les deux vont de pair. Enfin voilà, c'est comme à gauche, ils ont tendance à aller chacun dans les partis de l'autre, mais ils se retrouvent tous. Jusqu'en 1920, où là on a une vraie disparition totale officielle du parti futuriste, où tout le monde est rentré dans les faisceaux de combat. À cette époque, comme Marinetti et les futuristes se rapprochent des fascistes, il y a des contre-expositions qui se mettent en place par les communistes, les futuristes communistes, qui vont être d'une inspiration très russe forcément, qui vont avoir lieu un petit peu dans toutes les grandes villes italiennes. Ça va pas gêner beaucoup Marinetti, hein, c'est pas le genre de choses qui peuvent l'impressionner. Et ensuite, une grande date encore, c'est en mai 1920, il y a le deuxième congrès des faisceaux. Marinetti y assiste. Et à ce moment-là, les faisceaux, Mussolini et les hauts dirigeants fascistes commencent à réfléchir à faire des concessions aux conservateurs, aux catholiques, à la bourgeoisie. On va réfléchir à mettre à faire des propositions aux catholiques, enfin vraiment essayer de se rapprocher de ces milieux-là pour avoir du coup un soutien dans le pays traditionnel italien. Marinetti à ce congrès-là, il va exploser, il va vraiment s'embrouiller avec absolument tout le monde. Il va faire une espèce de bagarre générale, une quasi-bagarre générale pendant le congrès, où un tiers des fascistes présents soutiennent Marinetti. Il y a une partie, la branche la plus révolutionnaire, la plus anticapitaliste, la plus anticléricale des fascistes qui vont soutenir Marinetti. Suite à ça, Marinetti va se mettre en retrait. Il va être très très déçu du fascisme. Il va vraiment rester loin très éloigné du milieu politique. Il regarde toujours avec un œil assez éloigné, toujours dans les revues artistiques, tout ça. Mais date capitale pour bien des raisons, le 27 octobre 1922. Donc, je vois des gens qui sourient, donc je pense qu'ils savent ce que c'est. C'est la marche sur Rome. Grand événement historique à l'époque en Italie. Marinetti voit ça, il dit ah mais c'est quand même très guerrier, c'est quand même il y a de l'audace, il y a du courage, on peut renverser ce gouvernement pourri, ce gouvernement conservateur. Donc Marinetti se engage dans les faisceaux à ce moment-là. Et là, après la prise de pouvoir de Mussolini, ça va être une relation très bizarre. C'est que le futurisme est une base artistique du fascisme.
c'est même la base artistique du fascisme. Mais on commence à se rapprocher un petit peu de l'Allemagne à partir des années 30. Après, bon, il y a Hitler qui arrive au pouvoir en 33. Et là, on va commencer à subir une grande influence en Italie, une grande influence des Allemands, qui se disent « Ah, mais le futurisme, c'est quand même un art dégénéré. C'est un art qu'il faut laisser un peu loin. C'est bien, mais c'est quand même, ça détruit toute la beauté qu'on veut mettre en place, nous en Allemagne, et l'influence qu'on veut donner dans l'Europe. » Donc il y aura une assez grosse cassure dans le soutien des fascistes à l'art futuriste, même s'il y a beaucoup d'artistes futuristes qui vont continuer dans le paysage urbain à travailler sur des projets de rénovation, de construction, tout ça. Il va continuer à avoir des expositions. Ça, c'est assez connu sur le mur, je ne sais plus de quel bâtiment c'était, le quartier général du parti fasciste, où il y a cette grosse tête de Mussolini, où on voit marqué si, plein de fois. C'est vraiment quelque chose qui quand même restera gravé dans l'Italie fasciste. Et donc il y aura toujours cette espèce de relation compliquée entre les deux, entre les fascistes qui s'inspirent de plus en plus des Allemands sur l'art, et les futuristes qui veulent pas trahir ce qu'ils sont. Et au bout d'un moment, on arrive à un autre grand événement, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'entre deux, il n'y a pas eu grand événement, c'était un petit peu une espèce de guerre froide entre les Italiens pro-nationalistes révolutionnaires dans l'art et les pro-futuristes. À ce moment-là, du coup, Marinetti sera blessé au front dès son engagement en 1942. Et en 1944, du coup, comme expliqué, il trouvera la mort à cause d'une maladie au bord d'un lac dans le nord de l'Italie, si je dis pas de bêtises. De guerre, peut-être, du coup. Non, ni l'un ni l'autre. Et voilà. Ça, c'est pour, du coup, la partie de vie de Marinetti. Aujourd'hui, il y a encore une grande influence futuriste sur l'architecture, mais c'est juste que c'est absolument pas l'architecture d'époque. Il y a vraiment une cassure avec l'identité fasciste italienne. Et aujourd'hui, aux États-Unis encore, même aux États-Unis, en Chine, tout ça, vous avez des bâtiments, je donne des exemples à la fin du carnet. Il y a une énorme inspiration dans le monde entier, futurisme, mais quand même avec une cassure de l'Italie fasciste. Et surtout, il va y avoir un rejet de l'approche qu'avait Marinetti du fascisme pour dépolitiser totalement l'art futuriste. Mais bon, malheureusement aujourd'hui, quand on pense à quelque chose de futuriste, on pense à quelque chose de spatial, vraiment très avancé technologiquement. Là où le futurisme d'origine, du coup, de Marinetti, c'était à la fois ça et pas ça. C'était beaucoup plus compliqué, c'était une manière de voir le monde, de voir l'homme. Donc même si, évidemment, on n'est pas d'accord avec tout ce que proposait Marinetti, ça reste aujourd'hui important de l'étudier. Et en partie, pour conclure, j'aimerais rappeler pourquoi il est important de parler de Marinetti. C'est que nous vivons dans une société, dans un camp qui a tendance à trop regarder vers le passé. Là où Marinetti, je dis pas qu'il faut regarder le passé, mais il faut pas regarder que le passé, sinon on ne pourra jamais aller vers l'avant. Et c'est quelque chose Marinetti a trop regardé vers l'avant, et dans notre camp, il y en a beaucoup qui regardent beaucoup trop vers le passé. Donc il faut s'inspirer de Marinetti et du passé en même temps pour construire quelque chose de beau, de grandiose, de français, d'européen, et quelque chose qu'on veut voir vivre. Et je vous remercie.